Au micro de Lewis, nous émettons sur www.conlive11.com. Alors, j'attends les rapports d'écoute de ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous appeler au 312 450 10 88. Parlez-nous de la qualité du son. Est-ce que vous nous écoutez parfaitement pour nous permettre de faire quelques ajustements techniques ici au studio. Je rappelle que j'ai pour invité M. Gervais Birangui. Gervais Birangui qui est membre de la communauté congolaise d'Atlanta, voilà, avec qui nous parlons des problèmes de la communauté congolaise. Monsieur Gervais Birangui, nous pouvons revenir sur la sommaire présentation que vous venez de faire, notamment sur le but que vous assignez personnellement de faire du Niboland une force politique et économique en vue de construire le Congo. D'abord, pourquoi construire? Parce que le Congo est à reconstruire. Oui, la raison pour laquelle nous disons construire, parce qu'effectivement, j'ai parlé avec des grands frères qui ont plus d'expérience que moi, surtout dans la politique, et ils m'ont bien fait comprendre, parce que quand ils ont entendu ce que j'essayais de dire, ils m'ont dit, Gervais, on veut te rectifier, le Congo n'a jamais été construit, donc tu ne dis pas reconstruire, tu dois dire construire. Donc j'ai pris ce que les grands frères m'ont dit de faire, parce qu'ils ont dit que c'était pas construit. Le problème que nous avons, c'est que le Congo, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la médiocrité. Depuis les années 60, ce qui se passe aujourd'hui, après plus de 60 ans, la vie des Congolais n'a pas avancé. Donc, la raison pour laquelle nous voulons pousser la construction du Congo, c'est pour faire passer la vie des Congolais de la médiocrité à la middle class, à la classe moyenne. Ce que nous voulons essayer de pousser, c'est que les Congolais qui sont à l'étranger aujourd'hui utilisent les nationalités, utilisent ce qu'ils ont appris à l'étranger pour venir se mettre ensemble et travailler, commencer à former une force économique qui va faire construire le pays. Mais avant qu'on arrive là-bas, il faut d'abord qu'on le fasse à l'étranger. C'est pour ça que l'unification était quelque chose de très important. Mais nous avons aussi compris que vous ne pouvez pas construire le Congo sans que les Congolais sachent ce que vous allez faire. Donc, il faut donner l'opportunité à ces frères-là de venir partager ce qu'ils peuvent faire individuellement. Alors, M. Gervais Birangui, vous voulez unifier le Congo, mais il y a un problème préliminaire d'abord. D'abord, je voudrais que vous parliez de vous-même aux Congolais. Quels sont les atouts intellectuels et professionnels que vous avez pour faire ce travail? Non, merci beaucoup. Moi, je suis en fait dans la qualité des produits, dans l'inspection depuis près de 20 ans. On appelle ça ici aux États-Unis Quality Control. Et donc, au Congo, on appellerait ça l'inspection, être inspecteur. J'ai travaillé dans 5 ou 6 industries différentes en tant que technicien de qualité, en tant que superviseur, en tant que leader technicien dans la qualité des produits. Et à part ça, dans ma vie personnelle, je suis investisseur immobilier que j'ai démarré en 2001. Donc, nous avons appris comment acheter les maisons, acheter les appartements et acheter les business. Et c'est cette partie de business que j'ai en fait voulu partager avec mes frères de la diaspora et utiliser ça comme une nouvelle arme pour nous pour pouvoir maintenant créer nos propres finances, créer le paycheck. J'ai dit ça dans des vidéos dans le passé. On doit avoir les finances maintenant, à la différence d'avant. Allô? Oui. Ah, ok. Alors, vous avez donc ce profil-là et vous aviez eu à l'époque, je sais que je vous ai déjà reçu sur cette antenne, une vie associative déjà à partir de ce qu'on appelait le FIT 242. Alors, apparemment, vous n'êtes plus dans cette organisation. Oui, merci beaucoup. J'ai eu l'honneur d'être le secrétaire général du FIT 242 pendant 2 ans. Et c'est même comme ça que je suis venu publiquement pour partager la vision avec mes frères du Congo-Brazzaville. Et je remercie le président Freddy Mahongou pour l'opportunité et à tous les membres du FIT 242. Nous avons pu, à cette époque-là, mettre un document, mettre ensemble cette vision sur papier parce que les Congolais, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'action réelle. Nous avons pu mettre un document, ce document, on l'a partagé publiquement, qui souligne justement la vision que nous avions pour le Congo-Brazzaville, qui était d'unifier les Congolais par département, de former la force économique des Congolais,
des Congolais et d'aller développer le Congo-Brazzaville dans le futur, en commençant par la diaspora. Et la seule raison pour laquelle je suis plus secrétaire du FID, c'est juste parce que nous avons une différence d'opinion dans le futur pour ce que nous devions faire. Mais je suis fier d'avoir travaillé pendant 2 ans avec le FID 240. Et merci à Freddy Mango pour l'opportunité. Ah, mais c'est très bien, vous êtes modeste et voilà, vous reconnaissez ce qui a été fait. Alors, le concept de votre credo, c'est ce que vous appelez mindset. Donc, qui s'articule, j'essaie de regarder vos vidéos autour de deux modules, notamment celui de l'unification de la diaspora et celui de former économiquement cette diaspora. Alors, le premier volet est un volet essentiel dans la mesure où nous savons que cette diaspora des USA est une diaspora, j'allais dire, cette communauté US est une communauté divisée. Oui. Peut-être pas divisée, mais elle n'est pas organisée comme ça. Elle n'est pas organisée. Et justement, pour essayer de trouver comment on s'organise, on a compris que les Congolais n'arrivent pas, parce qu'il n'y a pas de trust, on ne se fait pas confiance. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de division. Donc, pour essayer de donner une direction un peu plus simple à nos frères, il fallait qu'on essaie d'expliquer ça, que nous pouvons faire ça 7 fois par département. Donc, mais nos frères du département du Poul, comme vous êtes en train de voir, je veux le dire, je suis très fier de ce qu'il est en train de faire et je le remercie pour son courage. Vous parlez de Lionel Gamba? Oui, qui est en train d'unifier le Poul. Mais je veux que les autres comprennent que ce n'est pas une histoire de tribalisme. C'est une histoire d'abord voir quelle est notre identité. Qui sommes-nous? Donc, moi, je ne peux pas prétendre, même si je suis né à Brazzaville, Congolais, je suis né à Brazzaville, mais je suis d'origine nibolèque, on dirait. Ma famille est nibolèque. Donc, je ne peux pas prétendre vouloir aller aider le Poul sans que les fils du Poul d'abord se mettent sur la table. Et donc, c'était un peu ce qu'on essayait d'expliquer. C'est ce que mon frère Lionel Gamba a décidé de faire. Et je veux remercier aussi mon frère Abel Placide Ombessa, qui m'a offert l'invitation de participer à la nuit du Poul. Et je veux aussi encourager les autres, surtout du Poul, à venir faire partie de cette nuit du Poul parce que c'est un moment historique. Pourquoi le vieux Jean Lewis? C'est parce que la démocratie des Blancs, la démocratie des Français ne veut pas dire la même chose pour les Congolais de Brazzaville. Notre histoire nous a démontré ça. Le président Pascal Lissouba était l'un des présidents qui a été élu démocratiquement dans les années 90 devant nous, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fait pour créer 2 guerres civiles parce qu'ils n'étaient pas contents du fait que ce que lui, il voulait faire avancer le Congo de manière différente, exemple de la France. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Le président Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Il est maintenant là depuis près de 40 ans et le Congo n'a pas été construit. Donc, nous devons apprendre de l'histoire. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes bêtises que nos parents ont faites. Donc, nous avons dit que cette fois, nous allons aller par département. Le Poul, le département du Poul, le Niari, la Bouenza et les Koumou ensemble. Le Nord, le Kwilu aussi vont faire leur unification. Et la raison pour laquelle nous voulons faire ça… Vous pensez que il se pose des problèmes d'unification ou d'unité dans votre région, notamment dans votre super région? Oui, bien sûr. Et si je dois parler du Nibolan, je vais vous donner un exemple. Le vieux. Maintenant, là, quelle est la vision du Niari, de la Bouenza et de l'Elekumu représenté sous l'un des plus grands partis de chez nous, qui est l'UPADES. L'UPADES est divisé en 2, apparemment, d'après ce qu'on a compris. Il y a l'UPADES qui est du côté de l'opposition, qui est leader de l'opposition du Congo, et il y a l'autre l'UPADES qui soutient le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui a été condamné pour 20 ans de prison alors qu'il est innocent, et il avait gagné les élections. Il est en fait le président légitime en ce moment du Congo-Brazzaville, mais qui ne peut pas exercer parce qu'on l'a mis en prison et parce que la démocratie des Blancs, qui est supportée par les Français, n'est pas la même démocratie que ce que les Congolais veulent faire. Parce que le peuple congolais avait choisi le général Jean-Marie Michel Moukoko. Mais vous voyez que la démocratie des Congolais n'est pas exercée. Donc,
pour qu'on exerce ça, il faut que chaque département d'abord ait sa force. Et ça doit commencer dans la diaspora. C'est ça que nous sommes en train de pousser. Est-ce que vous pensez que l'état de, comment dire, le constat de Ngamba est systématiquement le même? Parce que lui, il croit que sa région a été victime d'exactions, de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que vous pensez que vous pouvez transférer justement cette démarche-là systématiquement sur votre pays, votre super région? Encore que le concept de Niboland porte à confusion. Oui, mais oui, on a le Nyari, la Bouenza, la Lekumu. Le concept que nous essayons de partager ici, c'est qu'avant que nous allions essayer d'aider à régler les problèmes des autres, essayons d'abord de voir quels sont nos problèmes à nous-mêmes. Choisissons 3 ou 5 points, le Nyari, la Bouenza, la Lekumu. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le futur du pays? Il faut que ces futurs leaders-là, du Nyari, de la Bouenza, de la Lekumu, qui sont aussi à l'étranger, parmi eux qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de Congolais qui les suivent, il faut que nous puissions d'abord nous-mêmes trouver qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo et présenter ça au peuple. La raison pour laquelle nous partons dans l'unification, c'est parce que nous voulons la majorité de support. Et c'est l'une des choses que j'avais dit clairement au président du FID, Freddy Mangou. Nous avons besoin de la majorité des Congolais. Comme le président Pascal Issouba, qui était le président élu démocratiquement, avait eu la majorité des Nibolais. Nous voulons répéter ça quelque part, mais avant que nous répétions ça politiquement, il faut que nous répétions ça d'abord en tant qu'individu Nibolek, en tant qu'intellectuel Nibolek, et que nous donnions l'opportunité aux autres maintenant de venir autour d'une table, de partager ce qu'ils veulent faire pour le Niboland, comme ce que Lionel Gamba est en train de faire avec le pool. Mais n'oubliez pas que les autres du Kwilu aussi devront faire la même chose. Les autres du Nord, à part les Mboshi, il y a aussi d'autres ethnies du Nord qui peuvent faire la même chose. Et nous voulons unifier le Congo de cette manière par département d'abord. Est-ce que vous pensez que tous les Mboshi pensent comme ceux du pouvoir? Non. Et je veux le dire clairement parce que j'ai beaucoup de frères Mboshi, d'amis Mboshi, qui me parlent aussi et qui ont écouté ce que j'ai dit. Et j'étais l'un des Congolais de la diaspora qui, publiquement, n'est pas venu demander la guerre. En fait, je veux éviter la guerre. La raison pour laquelle nous voulons unifier chaque département, c'est parce que après que chaque département soit unifié, le premier commitment, le premier resolve que nous devons avoir, c'est de ne plus jamais faire de guerre civile les uns contre les autres. La première des choses, plus de guerre civile entre nous. Et à ceux qui sont au pouvoir, aux Mboshi qui sont au pouvoir, moi j'avais parlé aux Mboshi publiquement. Je leur avais dit que pour commencer à régler, pour commencer la guérison de la haine qui se passe au pays, ils devront demander au président Sassou Nguesso d'aller à la retraite. Nous n'avons pas besoin de le tuer, nous n'avons pas besoin d'aller à la guerre. Nous pouvons faire ça pacifiquement, mais il faut comprendre comment parler à nos frères du Nord et à nos frères Mboshi de manière à ce qu'ils ne pensent pas que si Sassou part, on va tous les tuer. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est ça que je voulais partager aussi à mes frères du pool. Donc, dans l'hypothèse d'une réconciliation, vous prévoyez que ceux qui dirigent aujourd'hui aient cette possibilité de se présenter à une concertation ou à un dialogue. Voilà. Mais eux, ils ont appelé cette concertation la conférence internationale. Le problème que moi j'ai essayé d'avancer, plutôt la solution que j'ai essayé de partager avec mes frères, c'est que avant que vous allez à une conférence internationale qui est l'idée par M. Boukadia, et j'ai été très clair avec ça pour ne pas que mes frères du pool soient offensés, c'est que avant que nous allions là-bas, nous devons d'abord nous unifier nous-mêmes. Chaque département doit d'abord avoir son petit cahier de charge de 5-6 points, et que quand chaque département s'est unifié, nous savons maintenant ce que chaque département veut faire pour le futur du Congo. Maintenant, nous pouvons aller à une conférence internationale avec les étrangers comme partenaires. Mais ce que j'ai condamné, c'est que nous ne pouvons pas aller demander aux Blancs de régler les problèmes du Congo-Brazzaville. Parce que depuis 60 ans, les Français n'ont pas réglé les problèmes du Congo-Brazzaville. C'est à peu près ça. Voilà, je rappelle que nous sommes live sur Facebook avec quelques petits problèmes de connexion, notamment sur notre page.
et je vais devoir arrêter cette diffusion pour reprendre l'antenne dans quelques secondes avant d'aborder la deuxième partie de cette discussion qui porte sur le Niboland comme force économique, notamment la diaspora, j'allais dire, comme force économique vue par notre ami Gervais Birangui, qui est l'invité du journal de la communauté. Alors nous allons, bon voilà, nous avons eu quelques problèmes de connexion avec, commencé, comme vous le savez, à publier des vidéos depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, dans lesquelles il croit que, il parle du Niboland comme une force, il veut faire du Niboland, j'allais dire, une force politique et économique. Alors, sur le modèle, je crois, de M. Lionel Gamba, qui, lui, croit que la diaspora, non, que le pôle a besoin justement d'être reconstruit et unifié. Monsieur Gervais Birangui, merci une fois de plus d'être notre invité. Je crois que nous sommes désormais live sur Facebook, je le constate. Alors, nous parlions il y a quelques instants, monsieur Gervais Birangui, de cette diaspora qui n'était pas unie. Je voudrais que vous me parliez de votre expérience sur place à Atlanta. Est-ce que vous avez une association dans laquelle vous participez, notamment en matière de veillée, de cas sociaux, par exemple? Quelle est l'expérience de votre localité en matière d'association? Non, pas directement ici à Atlanta. La raison pour laquelle, c'est parce que ici, apparemment, j'ai découvert que la colonie congolaise est très petite et très fine. Ils ne sont pas très nombreux ici et ils ne sont pas très actifs dans ces histoires de se retrouver ensemble. Donc, mais ce que j'ai pu faire avec les relations que j'ai pu avoir aussi aux États-Unis, c'est de parler avec mes frères qui sont aux États-Unis dans les autres États, comme mon grand Dimitri Poa et l'autre, mon frère Roland Machuaka, et que nous sommes en train de mettre ensemble quelque chose avec aussi mon frère Alombo. Nous sommes en train de mettre quelque chose qui va être un peu comme le début de la force économique. Et nous allons travailler les uns avec les autres parce que nous avons compris qu'il faut que nous ayons les moyens de faire ce que nous voulons faire. Il faut que nous ayons les moyens de financer les politiciens du futur, pas ceux qui veulent aujourd'hui nous emmener dans la haine et la guerre et tout ça. Nous devons supporter ceux qui veulent nous faire avancer dans le futur et nous avons besoin des moyens. Nous avons formé la force économique ici à travers les États-Unis. Bon, nous allons parler maintenant de cette force économique qui est votre cheval de bataille. Vous parlez de force économique. Il y a un problème. Quel est le constat d'abord de cette diaspora? Est-ce que vous constatez qu'au niveau de cette diaspora, quelle est cette intelligence qui vous permettrait, monsieur Gervais Birangui, de mettre en place une structure capable justement de changer les choses au pays? Oui, vous voyez, les Congolais sont très... Vous ne constatez pas d'abord que les Congolais, quand ils... Bon, peut-être qu'il y a quelques exceptions ici, mais les Congolais arrivent ici, mais ils ne se soucient même peut-être pas de leurs études, dans nombre de cas. Oui, non, mais le problème, c'est que les Congolais sont en fait très éduqués, le vieux. Les Congolais, en fait, sont très éduqués. Le problème, ce n'est pas un problème d'éducation. Les Congolais ici, je parle nombreux, ils ont des PhD, ils ont des masters et ils ont même des très bons boulots. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que le succès des Congolais, c'est des succès individuels. C'est un succès qui fait avancer leur famille, c'est un succès qui les fait avancer personnellement, mais ça ne fait pas avancer notre communauté comme les Coréens et les Arabes parce qu'on n'achète pas des business, on n'est pas propriétaire de quoi que ce soit qui peuvent générer de l'argent, qui peuvent nous faire avancer. C'est ça, il y a beaucoup de succès personnels et je suis fier d'eux pour ça, mais c'est plus suffisant. Le succès personnel ne fait pas avancer le Congo-Brazzaville. Alors, à quoi est dû cette espèce d'égoïsme de la part des Congolais? Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'égoïsme, c'est parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de venir sur la table et d'investir dans quelque chose comme l'immobilier ou comme acheter des business, des stations de gaz où eux aussi, ils vont gagner personnellement, mais il y a une partie des fonds qui vont nous permettre aussi d'aider les futurs leaders et d'aider le Congo-Brazzaville. Il faut maintenant que nous ayons les mêmes commitments comme les Chinois ont,
comme les Coréens ont et comme nos frères arabes et même les Juifs. La Bible que les Congolais lisent tous les jours, la Bible qui a été écrite par des Juifs, les Juifs sont unifiés. Les Congolais de Brazzaville ne sont pas unifiés, qui sont soi-disant chrétiens en majorité. Mais c'est toujours la chrétienté individuelle. Il n'y a pas de travail commun. C'est ça que nous, on veut briser et on veut mettre ensemble. Alors, concrètement, j'ai suivi vos vidéos. Vous parlez de travaux que vous avez réalisés avec un de vos collègues qui est à Ohio, je crois. Oui. Et dans ces travaux, vous vous appuyez sur une méthodologie qui vous permette de changer les choses économiquement au pays à partir d'ici. Donc, en mobilisant des ressources aussi bien humaines que financières. Alors, comment cela est-il possible? Déjà, à dire que l'environnement dans lequel se trouvent les Congolais n'est pas propice, justement, j'allais dire, au business. Comment vous allez concilier les deux? Les États-Unis, le Canada peuvent avoir accès, même la France. C'est juste une question d'entente. C'est juste une question d'entente. Ce que nous, on a découvert ici aux États-Unis, c'est que les autres communautés étaient propriétaires de beaucoup de business et à travers ces business-là, ils allaient construire leur pays. Je prends un exemple, la diaspora du Ghana. Les Ghanéens sont africains comme nous. Oui. La diaspora du Sénégal. Le Sénégal, une bonne partie des ressources financières sortent d'ici, des États-Unis et même de la France et même d'autres pays. Le problème, c'est que les Congolais de Brazzaville n'ont jamais eu l'opportunité de s'asseoir et de se dire, OK, nous aussi, on peut participer à une force économique, on peut être propriétaire de business. Bien que tu aies ton PhD, que tu gagnes 100 000 $ l'année dans ton boulot, le problème, c'est que ton boulot n'aide pas le Congo, ça n'aide pas le futur du Congo, ça aide ta famille. L'opportunité que nous, on voulait présenter, que si on vous présente quelque chose comme le real estate, on vous présente quelque chose comme les maisons ou les appartements ou des stations de gaz, tu peux venir injecter le capital en partnership avec d'autres Congolais et nous allons nous assurons que 51% de ownership est fait par les Congolais, même si on fait des partenariats avec les Américains ou on fait des partenariats avec les Canadiens ou avec les Blancs, les Congolais doivent garder la majorité. Mais l'argent, le ownership, la majorité doivent être par des Congolais de Brazzaville. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut arrêter cette bagarre d'aller trahir les autres pour de l'argent gratuit, soi-disant, qu'on leur donne au Congo. Parce que les gens veulent être députés, ils vont sacrifier leurs frères. Parce que les gens veulent être au pouvoir de Brazzaville, ils vont sacrifier leurs frères. Comment est-ce que nous faisons pour arrêter ce cycle de sacrifice des frères pour de l'argent? Il faut donner l'opportunité aux Congolais aussi de devenir successful. C'est ça qu'on a présenté sur la table. Est-ce que ce n'est pas déjà la situation sociale actuelle de ceux qui sont ici ou en Europe qui les pousse justement à se laisser, entre guillemets, acheter par les politiques? Oui. Mais le problème, c'est que quand ils sont achetés Parce qu'il faut d'abord, avant d'entrer dans une telle initiative, telle que vous la décrivez, il faut que vous ayez vous-même d'abord des ressources pour vous-même. Mais nous avons les ressources. Les Congolais ont beaucoup d'argent. Je vais vous dire maintenant clairement. Les Congolais, vous allez être choqués de ce que je vais dire. Les Congolais ont l'argent individuellement. Ils n'ont pas l'argent commun. Ce que nous essayons de faire, c'est de demander à ces Congolais qui ont l'argent individuellement de prendre une partie de leurs ressources, d'investir dans quelque chose qui est protégé. Il y a des avocats par la loi, partout. Nous sommes aux États-Unis ou au Canada. Il y a des lois ici. Il n'y a personne qui va les voler. Quand tu es propriétaire de quelque chose, il y a des preuves, il y a tout et tout ça, ils vont être protégés légalement. Le problème, c'est que qui va faire ça? Il faut que nous leur donnions l'opportunité de le faire. Qui va le faire? Il faut que vous donniez l'opportunité aux Congolais. Il faut même leur dire que ça existe. Parce que les Congolais ne savent pas que ça existe. Les Congolais ont beaucoup d'argent, vous allez être surpris. Ils sont très successful aux États-Unis, au Canada ou en France, même en France. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire ensemble. Et c'est ça que l'unification est en train de démarrer à faire. Alors donc votre but, c'est de les amener à comprendre qu'ils voilà, devraient investir dans ensemble ce projet communautaire. Communautaire. Et on peut le faire par département parce que comme on n'a pas les mêmes problèmes,
que le pool unifie et forme une force économique d'abord du pool. Que les Nibolèques fassent la même chose, que nos frères du Kwilu fassent la même chose, que même nos frères du Nord, ils ont déjà le pouvoir. Mais vous parlez du Niboland. Quels sont les problèmes que vous avez recensés? Vous avez parlez-moi de l'état des lieux dans votre région. Est-ce que vous la connaissez? Elle est très large. Hein? Vous avez là-dedans votre super région, la Bouenza, le Niari, la Lekoum. Oui. Quels sont les problèmes principaux que vous avez dû recenser et qui font l'objet de votre qui ont déjà été retenus dans votre projet pour l'exécution? Oui, le problème avec mes frères du Niboland, les Nibolèques, c'est que d'abord, ils ne communiquent pas entre eux. Et l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de ego. Donc il y a beaucoup d'orgueil parce que, je vais vous dire, Grand Lewis, les Nibolèques, c'est des gens très éduqués. Et c'est un peu ça notre problème. Ils ont beaucoup de diplômes, ils ont beaucoup de succès personnel. Donc, ils ne voient pas l'intérêt de venir parler avec toi qui n'a peut-être pas un bachelor degree ou qui n'a peut-être pas un associate degree parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont déjà réussi. Mais le problème, c'est que la réussite, si moi je suis du Niari et que ma réussite, c'est seulement pour ma famille, mais mes frères qui n'ont pas les diplômes comme eux, ils ne bénéficient pas de la réussite qu'eux, ils ont. Donc, l'opportunité que j'avais bien met sur la table, c'est que ces frères-là qui ont l'argent, qui ont la réussite, les autres qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas la réussite, trouvent un common ground pour venir travailler ensemble et que nous donnons l'opportunité à tout le monde de grandir ensemble. Je vous donne un exemple. Au Niari, dans la Bouenza avec nous en ce moment, c'est pas construit. Lubomo, ce que l'on appelait Lubomo, vous appelez Dolisie. Nous, on appelle Dol City. On a baptisé ça aux États-Unis Dol City. Oui. Il n'y a pas d'hôpital. Dol City, c'est une petite ville. Dol City devait être comme Dubaï. Le rêve que nous, qu'on veut pousser, c'est qu'on construise Dolisie comme Dubaï. L'ancien président, le président professeur Pascal Luba avait dit qu'il voulait faire du Congo la petite Suisse. Mais je vais vous partager l'information. Ce que nous, on veut faire du Congo en tant que Nibolèque, c'est de prendre la petite Suisse du président professeur de l'Istouba, d'ajouter une goutte du Canada, une goutte de la France, une goutte de l'Angleterre et une grande goutte des États-Unis d'Amérique, parce que c'est de là où la vision vient, et de prendre ce rêve-là et de construire le Congo-Brazzaville, le Niari, la Bouenza, la Lekoumou, mais même les autres départements. Mais on doit aussi commencer par nous-mêmes. Et moi, j'ai appelé mes frères Nibolèques. Si je veux vous dire qu'au début, ils m'ont traité comme si j'étais pratiquement fou. Ils ont dit que c'était des fallacies, ce que I'm trying to do. Est-ce que vous avez eu des contacts déjà avec ceux qui sont sur place au pays, notamment les politiques? Vous avez des gens qui ont des partis dans le cadre du Niboland, des gens comme l'État Mabiala qui ont des acquaintances avec le gouvernement. Est-ce que vous les avez déjà consultés? Vous ne voyez pas que sans ces gens-là, votre initiative est en quelque sorte vouée à l'échec? Leur initiative est politique. J'allais dire, nous revenons aux politiques toujours, non? Oui, non, leur initiative qu'ils font est politique, est vieille et ancienne. Nous, ce qu'on veut emmener, c'est le futur du Congo-Brazzaville. Les Nibolèques doivent être unis et doivent avoir la force économique parce que eux, avec leur politique, d'abord, ils n'ont pas exécuté la vision du président professeur Pascal Lissouba. Ils ont fait un deal avec M. Sassou Nguesso et la plupart des deals qu'ils ont fait, c'est pour préserver des salaires personnels qui n'avancent pas le Niboland. Qu'est-ce que les députés Nibolèques? Je vais prendre un exemple. Même le fils du professeur Pascal Lissouba, qui est député au Congo-Brazzaville, qui fait partie du pouvoir aujourd'hui. Nous n'avons pas entendu ce qu'ils ont fait pour le Niboland. Je n'ai pas entendu les Nibolèques me dire ce qu'ils ont fait pour le Niboland. Je vous répondrai d'abord que sur ce point, que sous le règne du Pascal Lissouba, vous aviez déjà des structures détruites, en dégradation avancée dans le Niari, par exemple. Vous avez le pont du Niari, vous avez dans la Bouenza des ponts qui n'ont même pas été reconstruits pendant tout le règne du professeur Pascal Lissouba. Est-ce que vous allez ça aussi attribuer cela au régime actuel? Non, nous acceptons, mais parce que nous étions très busy, on se battait, on faisait la guerre.
On a fait la guerre de 93 et on a fait la guerre de 97. Ils n'ont pas laissé travailler. Le problème, c'est ça. Il avait été élu par le peuple en majorité, mais ils l'ont jamais laissé travailler. Et ceux qui étaient autour de lui, nombreux qui sont Nibolek, l'ont trahi parce qu'ils ont préféré Sassou Nguesso. Parce qu'ils voulaient l'argent gratuit. Ils ne voulaient pas construire le Congo. Nous, ce que nous voulons faire, nous voulons construire le Congo. La France est construite. La France qui a soutenu Sassou Nguesso pendant 40 ans est construite. Le Congo-Brazzaville n'est pas construit. C'est ça le problème. Voilà, je rappelle que nous recevons à ce journal de la communauté M. Gervais Birangui. Gervais Birangui qui est membre de la communauté congolaise d'Atlanta et avec lequel nous parlons des possibilités de reconstruire, d'abord de refaire l'unité du Niboland, mais aussi de reconstruire cette région. Alors, Monsieur Gervais Birangui, je reviens sur une question que j'ai déjà soulevée au début. Ce concept de Niboland, Nibolek, vous ne sentez pas qu'il y a là quelque chose de malsain, pour ainsi dire? Non. Pourquoi voulez-vous utiliser ce concept comme l'ont fait les autres? Et parce qu'il a une connotation péjorative et qui nous rappelle notamment des moments douloureux dans notre pays. Grand frère Lewis, le problème de l'Afrique, c'est celui-là. Nous n'avons plus d'identité. Parce que vous êtes allé faire les diplômes chez les Blancs, vous êtes allé faire les bachelors chez les Blancs, vous êtes allé faire les masters chez les Blancs, vous avez oublié que vous êtes des Africains et vous avez oublié que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont dans les villages ont des coutumes africaines. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Nous allons utiliser les coutumes africaines de la terre du Congo-Brazzaville dont nous faisons partie avec l'intelligence et les nationalités et les résidences que les Blancs nous ont données dans leur pays. C'est une combinaison des deux. Une combinaison traditionnelle en utilisant les avantages que les Blancs nous ont donnés aujourd'hui, parce que nous sommes dans leur pays. Mais alors, oui, allez-y. Nous ne pouvons pas parler aux Africains sans rappeler qui nous sommes. Et il ne faut pas que les gens soient offensés. Moi, je suis fier d'être Nibolek. Le Nyari, la Bwenzal et les Kumu sont une grande partie du Congo. Et il faut que les gens comprennent que nous devons être fiers d'où nous sommes et nous devons dire clairement que nous sommes... Est-ce que vous pensez que nos régions. Que ce concept, est-ce que vous avez les mêmes caractéristiques, par exemple, ethniques? Est-ce que ce n'est pas forcé, ça? Non, c'est pas absolument forcé parce que si je vous dis aujourd'hui, si nous parlons de l'UPADS qui est divisé en deux, et l'UPADS qui est censé nous représenter, nous, Dibolek, c'est pas ce que vous voyez. L'UPADS ne nous représente pas aujourd'hui le Niboland. L'UPADS du professeur Pascal Issouba, pas l'UPADS d'aujourd'hui. L'UPADS de la vision qui a inspiré les Congolais de Brazzaville et les Nibolek en particulier. Moi, c'est de ça dont je parle. Le Niboland dont je parle, c'est un Niboland qui doit être inspiré par la construction du Congo-Brazzaville, pas par la division, ou pas par le deal qu'on veut faire avec Sassou pour préserver 5 millions le mois de salaire ou 3 millions le mois de salaire, quand ton peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité et n'a pas mange une fois par jour, vous gagnez 7 millions le mois, 5 millions le mois, il y a un problème, grand frère. Il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec Sassou Nguesso. Ça a à voir avec vous qui avez décidé de prendre 7 millions, 5 millions, 10 millions le mois sans que votre peuple ait de la nourriture. Comment est-ce qu'on va régler ce problème? Alors, concrètement, dans la diaspora, est-ce que vous avez essayé de mener quelques consultations pour concrètement matérialiser vos idées, puisque vous avez appelé des gens en France, ici aux USA, pour faire en sorte que ce projet se réalise? Oui, nous sommes dans le début et nous devons comprendre ça. Nous sommes en train de challenge l'histoire de notre pays, mon vieux. Nous voulons challenge les 60 ans où les Congolais ne sont propriétaires de rien. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais nous avons commencé à partager avec nos frères et nos frères ont commencé à répondre. Et nos frères et nos sœurs, nous recevons les coups de fil, nous recevons les emails. Et je suis très fier de mon frère comme mon frère Alombo, qui est très relentless, qui veut construire la force économique. Je suis fier de Dimitri Poa, qui m'a dit, d'abord, Dimitri Poa, lui, il avait eu cette vision il y a 10 ans. Donc moi, quand j'ai partagé cette vision en 2016,
Il m'a dit, mais Gervais, c'est ça que je disais à 10 ans. Donc, si ça peut se réaliser maintenant, moi, je serais fier de voir que quelqu'un comme Dimitri Poa, qui se bat pour unifier, qui se bat pour former une force économique aux États-Unis depuis des années, le voit se manifester aujourd'hui. C'est une fierté pour moi, même pour moi, pour mon frère Freddy Maungu, qui voit ça, lui aussi au Canada, il se bat depuis des années. Mon frère Bernard Pungui. Mais je vais vous donner un exemple. Nous parlons des Nibolek. Je n'ai pas envie de le mettre en spot parce que je n'ai pas parlé avec lui avant que je vienne à cette interview. Oui, je vais vous donner un exemple. Il vient partager une vidéo, il vient d'avoir un master en engineering. Mon frère Bernard Pungui a travaillé dans le pétrole au Congo. Mais si aujourd'hui, nous poussons que mon frère Bernard Pungui forme avec les Congolais qui ont travaillé dans le pétrole, la première compagnie où les Congolais vont aller forger le pétrole au Congo. Pas attendre Total ou attendre Eni. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons que les Congolais maintenant fassent partie de ownership de leurs ressources au Congo. Mais nous commençons ça dans la diaspora à l'étranger, en formant des compagnies ici, en achetant des assets ici et en créant les revenus pour pouvoir injecter le capital dans le futur au Congo. Le capital que nous, on a prévu d'injecter, si on peut faire ça ici dans la diaspora, c'est entre 50 et 150 millions qu'on va injecter au Congo-Brazzaville dans le futur. Même si c'est dans 10 ans, pour faire partie de la construction du Congo-Brazzaville. Mais il faut d'abord que je m'asseye avec Bernard Pungui. Il faut que je m'asseye avec Dimitri Poa, il faut que je m'asseye avec mon frère Alombo, et il faut que je présente à Dimitri Poa, à mon frère Bernard Pungui, voilà ce que moi j'ai sur la table. J'ai posé la question à mon frère Bernard Pungui, quelle était sa solution? Il est venu parler, il a présenté, il a fait toute une vidéo pour me répondre. Mais lui, il veut construire 8 hôpitaux au Congo-Brazzaville. Mais vous n'avez jamais entendu ça dans les social media. Il a le plan pour construire 8 hôpitaux des 11 départements que nous avons, dans chaque département pratiquement. Il a ça noir sur blanc. Mais nous ne parlons pas de ça, nous parlons de Sassou Nguesso. Nous ne parlons pas de ceux qui veulent amener l'électricité pour challenge la SNE. Nous ne parlons pas de la SNDE qui ne met pas l'eau partout. Nous ne parlons pas de ces Congolais-là. Et ce que nous voulons faire, c'est donner la place à ces Congolais-là qui viennent partager ce qu'ils veulent faire, qui viennent partager la connaissance qu'ils ont eu, puisqu'ils ont tous des diplômes, ils ont des carrières, mais il faut maintenant qu'on se mette ensemble pour pouvoir travailler ensemble et affecter justement la diaspora, comme les Ghanéens ont fait. Les gens sont frères du Ghana. Le Ghana n'était pas construit il y a 10 ans. Les gens sont frères du Ghana. Tout le monde va aller au Ghana aujourd'hui. Parce que les Ghanéens ont construit leur pays avec la diaspora. All right. Je rappelle que nous avons Gervais Birangui qui est invité de ce journal. Alors, Gervais, nous allons conclure cette émission. Qui a eu quelques petits problèmes parce que nous n'avons pas le rapport d'écoute des auditeurs, mais on me signale que notre émission est suivie sur Facebook. Alors, Gervais, tout cela nécessite, je le disais au début, un environnement sain. Comment vous pensez, quelle est votre vision d'abord des solutions que nous devons apporter dans le cadre de la résolution de la crise que connaît notre pays? Nous avons beaucoup de directions, nous avons des conférences internationales sur le Congo, vous avez conférence BIS, vous avez quoi d'autre, beaucoup d'initiatives. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes l'unificateur, vous vous présentez aujourd'hui comme l'unificateur du Niboland? Pensez-vous que toutes ces initiatives-là vont nous permettre de retrouver cette liberté tant recherchée par les Congolais? En un mot, je voudrais que vous me fassiez une idée globale sur votre position. Qu'est-ce que pensez-vous être la solution ultime qui installerait une fois pour toutes la paix dans votre pays? La première des choses, c'est unifier la diaspora par département, comme ce que Lionel Gomba a commencé à faire pour le pôle. Et je le remercie et je suis fier de ce qu'ils ont en train de faire et je leur dis, n'ayez pas honte. Nous, les Nibolek, nous allons faire la même chose. Et nous allons promouvoir que les autres fassent la même chose. La raison pour laquelle on veut le faire de cette manière, c'est parce que nous sommes différents. Parfois, nous ne parlons pas les mêmes langues et nous avons des réalités différentes. Ce que ça va faire, c'est que chacun va venir avec sa liste de 5 problèmes et va mettre sur la table. Et maintenant, quand chaque département a sa liste de 5 problèmes, c'est là où vous parlez maintenant de conférence internationale ou de conférence BIS. J'ai vu mon frère qui parle de la conférence BIS. Mais tu ne peux pas parler d'une conférence BIS si les Congolais ne se sont pas d'abord mis ensemble
pour dire qu'est-ce qu'ils veulent faire de ta conférence BIS ou de la conférence internationale. Et moi, je dis pour les autres Congolais, avant d'aller parler aux Français ou avant d'aller parler aux Américains, aux Canadiens, il faut d'abord que nous ayons l'entente ensemble. Et l'une de ces ententes va être que plus jamais nous allons nous faire la guerre. Ça, c'est ce que moi je demande. Plus de guerre civile entre nous. C'est ça que je veux qu'à la fin, que quand chaque département a eu son cahier de route, a choisi peut-être ses 12 conseillers. Moi, j'avais demandé que chacun choisisse 12 ou 20 conseillers, ça dépend, pour représenter leur département. Mais que la première des choses, nous ne faisons plus de guerre entre nous. La deuxième des choses, nous allons regarder le pouvoir en face, parce que nous allons être maintenant unifiés. C'est la question que j'ai bien voulu vous poser, et les autres, alors. Hein? Et le pouvoir, la place. Mais c'est ça. Dans ces négociations. Il faut d'abord s'unifier. Maintenant, vous allez regarder le pouvoir en face. Nous aurons la majorité des Congolais. Maintenant que nous avons la majorité des Congolais, eux, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas les 3/4 du pays. Nous avons les 3/4 du pays. Et nous aurons plus de force de négocier maintenant. Moi, j'avais demandé clairement à mes frères Mboshi et au fils de Sassou, Kiki, Christelle, Edgar, Sandrine Guesso, Claudia. J'ai été à l'école avec Sandrine, je la connais, elle me connaît aussi. J'avais demandé poliment pour démarrer la transition du nouveau pouvoir, pour demander la transition, qui demande à leur père de prendre sa retraite. Que le président Sassou prenne sa retraite. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, cette dame? J'attends toujours la réponse d'Mboshi. Je n'ai pas encore reçu la réponse. J'ai demandé si l'Mboshi pouvait faire deux choses. Demander au président Sassou de prendre sa retraite, number two. Demander l'arrêt de la guerre au pool et permettre la nouvelle transition pour qu'on puisse faire des élections avec la diaspora inclue dans le futur. Voilà. C'est donc sur ces mots que nous allons refermer ce journal de la communauté, édition locale, puisque nous parlons dans une large mesure des problèmes essentiellement US, avec l'unification de notre diaspora des USA. Alors, est-ce que vous avez un tout dernier mot, M. Gervais, avant que nous nous séparions, un mot général sur vous-même, sur n'importe quelle intuition, tout ce que vous voulez dire aux auditeurs? Je veux juste remercier tous ceux qui nous ont supportés depuis le début et je veux remercier mes frères de la diaspora. Je veux qu'ils sachent, n'ayez pas peur. Ce n'est pas tribal ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de repartir dans les ressources africaines, tribu par tribu, une force de chaque tribu et nous venons à la table, nous unifions le pays sous les départements individuels et nous allons unifier ça on va devenir comme un. Mais le commitment que nous allons faire cette fois, plus de guerre civile. Ne laissez plus jamais les Blancs vous armer et vous entretuer. C'est ça la bagarre. Plus jamais. Et il faut que maintenant nous soyons propriétaires des ressources de chez nous. Il faut qu'il y ait des compagnies dirigées, leadées par les Congolais qui sont dans le pétrole, qui sont dans l'électricité, qui sont dans le bois, qui sont dans l'or, qui sont dans tout. Et l'éducation, surtout l'éducation, nos fils, nos petits frères qui sont assis au banc. Il faut qu'on arrête l'humiliation et on doit passer de la médiocrité à la middle class. C'est ça que nous on promeut. Merci encore. Voilà. Merci une fois de plus à toi, Gervais Birangui. Merci, Vieux Lewis. Merci beaucoup. Voilà, nous refermons ce journal. Il est exactement 19h30 à Chicago. Et je crois vous retrouver le dimanche prochain, probablement avec une dame. Voilà, aujourd'hui, cette semaine, nous avons décidé d'inviter des dames à parler. Et notre invité de la semaine prochaine sera une dame. Je serai avec Martial Boulingi pour la tribune donc, du grand journal international de Radio Congo Live en Chicago. Merci encore une fois de plus et à la prochaine occasion, Monsieur Gervais Birangui. Merci beaucoup à tous. Merci. Bye.